Mesdames, Messieurs, bonjour et merci beaucoup et bienvenue dans ce panel qui est dédié, en fait, c'est l'un des sujets les plus importants, je dirais, de la journée, c'est de la gouvernance. Donc aujourd'hui, on est là pour un petit peu pour aborder un sujet qui est un peu plus simple, je dirais. Ce n'est pas technologique, mais plutôt, je veux dire qu'on va parler d'un aspect beaucoup plus qui est géopolitique, économique et plutôt aussi sociétal, qui est la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, on est déjà arrivé à un moment où l'IA évolue beaucoup plus rapidement que le cadre en lui-même, que les cadres réglementaires. On est en train de voir que l'Europe avance beaucoup avec l'IA Act. Les États-Unis adoptent une approche fondée sur l'innovation. Et on sait bien que la Chine impose un certain contrôle qui est structuré et surtout qu'aujourd'hui, les pays du Sud, globalement, cherchent à défendre leur souveraineté numérique. Autrement dit, c'est que l'IA est globale, mais la gouvernance reste plus ou moins, disons, fragmentée. Mais la Méditerranée reste un carrefour aujourd'hui qui est entre trois continents et elle peut devenir aujourd'hui un espace de convergence et un laboratoire de diplomatie technologique. Donc aujourd'hui, notre objectif est beaucoup plus clair, c'est on va essayer d'aborder un petit peu, d'analyser ces tensions et dépasser les slogans qu'on est en train de voir, qui identifient, surtout on va essayer d'identifier ce qui est réellement possible. Quand j'ai commencé un petit peu à travailler sur ce panel, j'avais plus ou moins listé 6 tensions. Je dirais l'innovation rapide versus la régulation qui est lente, la souveraineté numérique versus l'interopérabilité globale, ce qu'on vient de voir au panel qui est juste avant nous, modèle fermé versus open source, capacité technologique inégale versus normes uniformes, et bien sûr, la gouvernance des usages versus la gouvernance des modèles. Et je terminerai avec un mot que j'ai découvert dernièrement, frugalité, donc durabilité environnementale versus intensité computationnelle. Alors, je vous présente nos panélistes. Je vais commencer par mesdames. Donc, on a madame Marie Tahraoui, qui nous vient de Hub France, qui représente Hub France IA. Bonjour madame. On a madame Denise Mazzolani, qui fait partie du Conseil de l'Europe. On a monsieur Mehdi Snen, qui est le directeur des programmes de l'IA au niveau de l'ONU. Bonjour. On a monsieur Mohamed Benamor, qui est le directeur de Arab ICT Organization. Marhababik. Et je terminerai avec M. Joseph Ferré, qui est président de la Fondation Annalim. Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, je vais proposer de commencer par une première question. On va essayer de poser le décor. Et je dirais, comment articuler aujourd'hui souveraineté numérique nationale et interopérabilité internationale sans créer de nouvelles dépendances? Alors, et qui aimerait commencer je pense que je vois peut-être Madame Tahawi qui voudrait commencer. Il faut juste. Allez-y. Oui, c'est bon. Écoutez, bonsoir à tous, merci de votre accueil. Alors pour information, j'arrive directement de Berlin, où il faisait très froid, mais où, de façon plus importante, se tenait le sommet pour la souveraineté digitale en Europe. Donc, timing parfait. Et effectivement, il a été énormément question de souveraineté. Pourquoi? Parce que le constat est quand même flagrant. Dans un univers où globalement les services publics sont hébergés dans des infrastructures, nos débats sont modérés dans les plateformes et nos informations sont filtrées par des algorithmes qui sont en fait dominés par quelques acteurs, une poignée d'acteurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, la souveraineté devient un enjeu absolument critique. Et de façon très très intéressante, quand on regarde ce qui se passe en Chine, qui a bien compris que c'était effectivement quelque chose de très important et qui du coup a pris des actions décisives, toutes les entreprises, les banques, les régulateurs, les institutions publiques chinoises
avance en fait en ordre de bataille par rapport à un plan à long terme, comme s'ils étaient un organisme unique. Pas par conviction idéologique, mais parce qu'ils sont mus par ce principe géopolitique qui est que la souveraineté ne peut pas être outsourcée. Et par conséquent, à Berlin, il a été beaucoup question de coopération, parce que le constat est aussi que face à ces deux géants que sont les États-Unis et la Chine, aucun pays en Europe, en Méditerranée, en Afrique ne va y arriver tout seul. Donc la coopération est clé, elle passe effectivement, comme ça a été un petit peu dit, par des infrastructures mutualisées, par des capacités fédérées, et par une mobilisation d'un capital qui doit être à la fois patient et se positionner sur le long terme. Et c'est vraiment cette volonté qui a été exprimée à la fois par le chancelier allemand et par le président de la République française pour construire cette nouvelle roadmap qui doit conjuguer, enfin dessiner un nouveau contour de la souveraineté. Alors il a beaucoup été question de l'Europe, mais au fond, l'Europe doit aussi pouvoir mettre en place des partenariats avec l'Afrique, car pour maîtriser toute la chaîne de valeur, eh bien, il faut pouvoir non seulement faire des algorithmes et avoir de la puissance de calcul, mais il faut aussi pouvoir se doter de capacités de fonderie, de monolithique, de possibilité de faire ses propres semi-conducteurs. L'Afrique est un continent très très riche en terres rares, en ressources humaines, en énergie. Donc ce serait un partenariat qui ferait énormément de sens pour les deux parties. Sur une échelle plus régionale, des clusters comme le pourtour méditerranéen font également énormément de sens. Encore faut-il pouvoir les fédérer et les actionner autour de thématiques qui représentent des centres d'intérêt communs. On ne peut pas tout mutualiser, on ne peut pas tout fédérer, mais on peut trouver des sujets d'intérêt commun, et notamment pour ce qui concerne le pourtour méditerranéen, des enjeux autour de la résilience climatique, de la résistance au stress hydrique, etc., qui pourraient en fait servir de catalyseur à construire cette souveraineté sur base de l'interopérabilité. Merci beaucoup. Peut-être que, M. Benamor, vous avez plutôt un autre point de vue, beaucoup plus sur le côté arabe. Oui, mais moi je vais partir de le trio magique, données, infrastructure, capacité ou compétences, comme vous voulez. Donc si vous avez la maîtrise de ces trois éléments, la maîtrise sur les données, la disposition des compétences, des capacités et l'infrastructure nécessaire, ben, tu es bien parti pour asseoir une souveraineté telle que vous le voyez. On a le modèle à l'est, on a le modèle à l'ouest, on a le modèle qui est complètement ouvert, et il y en a aussi le modèle chinois qui est complètement fermé, et chacun a ses raisons. Et si on parle de souveraineté, chacun est souverain de choisir le modèle qui lui convient le mieux. Maintenant, quand on regarde au milieu, et qu'entre l'est et l'ouest, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y en a là où il y a les compétences, il y en a là où il y a l'infrastructure ou bien les investissements, et il y a là où ils savent maîtriser leurs données. Donc, entre ces deux pôles, et on a vu l'expérience auparavant avec les réseaux sociaux et les géants technologiques, c'est-à-dire qu'entre ces deux mondes, l'Est et l'Ouest, entre les deux, les choses n'étaient pas aussi souverains comme ils l'entendent. Tout le reste du monde. Il y en a ceux qui ont créé une base réglementaire très, contraignante vis-à-vis de l'usage des données. Mais ça n'empêche qu'il y a des passerelles parce qu'on ne vit pas dans un îlot, on vit dans un monde interconnecté. Donc même si vous faites vraiment des barrages, les données vont continuer à circuler ici et là sans pour autant qu'il y ait un garde-fou. Donc, si on veut parler souveraineté, et là la leçon pour surtout nos pays de la Méditerranée, il faut avoir la maîtrise sur l'infrastructure, sur les données et avoir les capacités nécessaires pour le faire. Merci. Je vois que Mme Denise a peut-être un autre avis qui n'est pas du tout...
So I saw that other participants spoke in English, so I'm going to use the English because it's easy for me to say. Now, about the principle that were mentioned about also sovereignty or open or closed, the Council of Europe, of course, has discussed all this during the negotiations and elaboration on the Framework Convention on Artificial Intelligence, that is the first really legal instrument, international instrument on artificial intelligence that was open for signature in September 2024. And the principle that are there embedded in this treaty that I can explain a bit later, it's really the respect of human dignity. So, and it's also, we have, I think, identified universal principle and agreed. So just to give you a bit of background to understand, because this treaty was elaborated by 46 member states of the Council of Europe, but it was a multi-partite, very open process. We had 68 participants from academia, civil society from all over the world, not only from member states. We had observers, so states that are not members, from east, west, north, south, including the Mediterranean. And it was a long process, but the agreement was on principle to safeguard the human dignity, above all, for the use of artificial intelligence. So for us, the angle is the respect of the individual, the respect of privacy, the respect of the protection of personal data, and as we are always, we listen always about the responsible use of artificial intelligence. But this concept is so broad, the responsible use of artificial intelligence, and so big that the question was here how to have clear criteria for states when we use artificial intelligence. And I can elaborate a bit later. Thank you very much for your answer. Monsieur Mardician, alors je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir, est-ce que ces modèles-là qu'on est en train de voir aujourd'hui, les modèles de gouvernance qu'on est en train de voir aujourd'hui actuels, est-ce qu'ils sont vraiment compatibles ou structurellement opposés? Merci pour la question. Je vais juste rebondir sur la souveraineté. La souveraineté pour l'intelligence artificielle, pour le digital, fort probablement elle est très importante et j'en doute pas, mais elle n'est pas faisable telle qu'on l'entend. L'IA a changé la notion de souveraineté. Les États membres qui produisent aujourd'hui les GPUs pour le calcul sont connus, on n'a pas autant que ça. Donc toute la chaîne de valeur sera toujours quelque part soumise à volonté extérieure, ne sera pas souverain à 100%. La notion de souveraineté pendant le Covid a été mise à rude épreuve avec le vaccin. Donc la coopération internationale est très importante dans la souveraineté. On ne peut pas construire des silos, des barrières de nouveau aujourd'hui. On est d'accord qu'on a besoin l'un de l'autre pour construire cette souveraineté. Mais la notion de souveraineté est challengée par l'intelligence artificielle. Elle a changé tout. Pourquoi pas la souveraineté ou la compréhension. Donc on doit aller dans la granularité de la compréhension de la notion de souveraineté. Jusqu'où la finesse de cette souveraineté. Donc quelles sont les limites de la souveraineté qu'on accepte. Et ça va être des limites mobiles et différentes et dynamiques d'un État à un autre, selon ce qu'il a, ce qu'il est prêt à sacrifier, ce qu'il est prêt à accepter. Et donc, cette notion de souveraineté mobile vient la notion d'interopérabilité dont on a parlé des différents modèles de l'Est et de l'Ouest, de la Chine et des États-Unis, mais d'autres aussi. L'Inde, un pays émergent, les Émirats arabes unis, c'est un pays émergent, l'Afrique du Sud, l'Europe. Et donc, on voit l'émergence de nouvelles forces dans l'intelligence artificielle avec des notions différentes d'approche. Même la notion d'open source est différente. L'open source chinois, et on sait pourquoi, est complètement différent de l'open source européen. Il est aussi complètement différent de l'open source américain. Llama, le modèle de Meta, n'est pas open avec toutes les données et les poids qui sont associés aux jetons. Et donc, alors que le DeepSeek chinois est complètement ouvert.
ça a toujours un revers, ça et l'autre. Donc, ils ne sont pas incompatibles, ils sont compatibles dans la mesure de la compréhension du modèle d'usage qu'on veut en faire et de notre acceptabilité de la notion de souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Quel est le trade-off en anglais? Qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit? On n'est pas dans un silo où on est en train de développer notre IA tout seul et qu'on va devenir les premiers du monde. Et on n'est pas absolument pas dans ce cas de figure, on est dans un monde ouvert. L'IA a été construite sur un monde ouvert de données, grâce à Internet, grâce à vous tous, grâce à nos données, et sans notre consentement, ou avec notre consentement parfois, mais c'est comme ça que ça a été construit. On ne pourra pas imaginer aujourd'hui revenir en arrière et dire bah, maintenant, non, c'est bon, je me débranche et je vais construire mon IA, et je vais vivre d'un modèle autonome, complètement à l'abri des autres. Ça n'existera pas. Il y a l'énergie, il y a la télécommunication, l'infrastructure de télécommunication, il y a la capacité de calcul, il y a les données, il y a la compétence technique. C'est des éléments et des facteurs qui sont tellement nombreux qu'on ne le voit pas venir dans un îlot et construire là le paquet IA dans un petit paquet, vous allez pouvoir devenir parfaitement autonome. Et l'IA se nourrit sur les interactions. Et plus les interactions sont diverses et venant d'ailleurs, plus l'IA est meilleure. Et donc, si on veut vraiment aller dans un modèle complètement fermé aujourd'hui, on va avoir un IA qui va très très vite périr et qui va complètement devenir un IA hallucinant. Merci beaucoup. En fait, là, vous êtes en train de redéfinir carrément l'aspect. En fait, je vais dire le mot souveraineté et le concept de souveraineté à l'ère de l'IA, si j'ose dire un petit peu. Monsieur Ferré, je voudrais savoir. Alors, je passe un petit peu à notre deuxième axe. Aujourd'hui, comment voyez-vous que les organisations peuvent-elles, disons que réellement mettre en œuvre aujourd'hui une vraie gouvernance IA robuste face à l'opacité qu'on est en train de voir chez les autres modèles? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce que le collègue a dit. En fait, on va vers des modèles de souveraineté partagée, n'est-ce pas? Et dans ces contextes, face aux pressions de l'Est et de l'Ouest, bon, c'est évident que l'Europe a besoin de tisser des alliances avec différents entourages. Et c'est quand même pour nous à la Fondation Amaline, l'alliance la plus naturelle, c'est l'alliance avec la Méditerranée. Nous, aujourd'hui, on a parlé beaucoup des différentes valeurs, s'il y a des valeurs communes ou pas, mais c'est vrai que l'Europe et la Méditerranée partagent des valeurs communes, beaucoup plus que d'autres régions du monde. Alors, je crois qu'il faut travailler là-dessus, et pas seulement la Méditerranée en tant que Méditerranée, Sud-Est, le partenaire méditerranéen, mais aussi la Méditerranée qu'on porte d'après au Sahel et à l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est bien évidemment tout l'ensemble que peut faire une masse critique suffisante pour balancer des autres tendances, peut-être. Et dans ces contextes, des événements comme celle-ci, ça va parfaitement dans cette direction. Et c'est nous, à la Fondation, on travaille aussi dans cette direction. Alors, concernant votre question, c'est pas seulement, c'est-à-dire la souveraineté doit être aussi basée sur des modèles inclusifs et divers. Et là, c'est important de pas seulement avoir l'avis des experts et l'avis des décideurs et l'avis des académiciens, mais aussi l'avis de la société civile. La société civile, c'est important. Nous, on travaille beaucoup avec la société civile en général, et il y a une manque de compréhension de qu'est-ce qui va se devenir, qu'est-ce qui va devenir le futur. Cela veut dire, bien sûr, des craintes, et on voit plus des craintes que d'opportunités, mais en même temps, la société civile veut participer à
à ces éléments de gouvernance. Alors je crois que c'est aussi important d'inclure la société civile, et particulièrement en Méditerranée, les jeunes. Parce que les jeunes, surtout en Méditerranée Sud, ont beaucoup de choses à dire. Ils sont les moteurs dans plusieurs domaines, et il faut les inclure dans les débats et les modèles décisionnels. Merci beaucoup pour votre réponse. Madame Denis, je voudrais savoir un petit peu, vous venez tout juste, on a parlé la dernière fois un petit peu, juste quand on préparait, on parlait de l'IA Act. Et, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui l'IA Act est-il adapté un petit peu je dirais, à la réalité opérationnelle des entreprises méditerranéennes? Well, yes, indeed, in the sense that the Council of Europe Framework Convention Artificial Intelligence, again, as you say, it's not only for the public sector, it's really clear also in the text of the convention that it does apply to the private sector. How this is going to be applied, it's a different story, and we will see when the convention will enter into force, because we have now quite a good number of countries that signed the convention, but the convention did not yet enter into force, because we need 5 ratifications, and we are in the process. But indeed, I think that also that would be an instrument as well to facilitate a bit the life of the private enterprises, of the private sector. Why? Because apart from a list of principles, this, I repeat, is a framework convention, and it's not a convention or a piece of legislation, international legislation, that provides detailed technical aspect of the use of artificial intelligence. It's again a list of principles. And then, as you know, the principles can be very difficult to implement in real life. But I think that the added value of the convention is really a part is dedicated to how then implement this principle in real life. Providing system, a system of complaint, making sure that all the information related to artificial intelligence is recorded, documented, and above all, offering the possibility for the individual that is affected by the use, any sort of use of artificial intelligence, can complain vis-à-vis an authority which is established, being this coming from a private institution or from a public sector. So I think that the innovation is try to think about a system to empower individuals vis-à-vis this big revolution that we are facing. So to have a possibility for an individual to challenge if there are not only infringement of rights, but an impact on individual life. Madame Tahraoui, je pense que vous avez un avis aussi sur ce point-là. J'aimerais bien le connaître un petit peu, vu que vous venez un petit peu du secteur privé. Et nous, vraiment, ce qu'on cherche d'habitude, quand on travaille un petit peu, et quand on voit ces cadres normatifs, ces standards, on a envie de savoir, est-ce que ça ne va pas nous bloquer? Est-ce que ça va vraiment nous laisser innover, ou juste, oui, il y a un cadre, bon, on va essayer de suivre. Mais je veux quelque chose d'objectif. Hein. Je ne veux pas que ça parte dans... Alors, objectivement, comme vous l'avez vu dans la presse, en fait, la date d'application des provisions de l'AI Act concernant les systèmes qui sont dits high risk vient d'être repoussée d'1 an. Alors, voilà, je pense que c'est très factuel. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'effectivement, les entreprises, enfin, tout l'écosystème était assez remonté sur le fait que c'était un frein. Non pas que c'était un frein à l'innovation, mais surtout que ça arrivait à un moment où, par ailleurs, la Chine et les États-Unis poursuivent une innovation complètement débridée et sans aucune réglementation. Donc il y avait un sujet de level playing field. Mais je pense que fondamentalement, l'autre raison qui a conduit les autorités européennes à acter ce décalage dans le temps, c'est qu'ils ont quand même réalisé qu'entre les principes dont personne ne conteste le bien fondé, et l'application concrète, opérationnelle dans les processus de développement des modèles,
il manquait une énorme courroie de transition. Toutes les règles qui doivent en fait spécifier techniquement, parce qu'on est vraiment sur des sujets extrêmement techniques, comment est-ce que ces principes doivent être intégrés dans tout le cycle de vie de développement d'un modèle, depuis le moment où on sélectionne des données, où on doit faire attention à leur qualité, au fait qu'il n'y ait pas de biais, qu'ils ne sont pas empoisonnés, jusqu'au moment où on va mettre en production, où là effectivement il faut que les utilisateurs puissent challenger, il faut qu'ils aient un droit de recours, il faut que potentiellement il y ait une supervision humaine pour les cas les plus sensibles. Sans compter ce qui se passe après, donc, puisqu'on est dans une logique de monitoring constant de ces modèles, étant donné l'apprentissage automatique. Voilà, donc il y a eu un reality check, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce que c'est complexe. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aussi bien comprendre, parce que vous avez dit, est-ce que ces réglementations sont adaptées aux entreprises du pourtour méditerranéen, mais en fait, elles sont adaptées, j'ai envie de dire, dans la configuration de n'importe quelle entreprise qui fait de l'IA canal historique, c'est-à-dire en prenant des briques open source, en les composant à sa sauce, en les entraînant sur ses algorithmes. Mais il s'est passé quelque chose depuis, c'est les modèles de fondation. Et là, plus personne ne contrôle rien. En fait, la plupart des usages, ils viennent se superposer sur des modèles où qui va pouvoir expliquer, contrôler qu'effectivement, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de problème d'éthique. Et en fait, on en voit quand même tous les jours. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé avec les hype d'Elon Musk récemment, qui faisait en fait de la propagande d'extrême droite. Donc on a quand même, on en revient sur le sujet de souveraineté. Encore une fois, les AI Act en soi, c'est vraiment des principes qui font du sens. La mise en œuvre est complexe et doit être accompagnée, et je pense que cet accompagnement, il doit vraiment être co-construit par les praticiens de l'IA et les régulateurs, ne pas avoir un prisme purement juridique, mais surtout, il y a quand même ce sujet un peu fondamental de mais qu'est-ce qu'on fait quand ce sont des modèles qu'on ne contrôle pas du tout. Je pense que vous venez de nous donner un petit peu. En fait, c'était la réponse un petit peu que j'attendais un petit peu. Parce que je m'attendais à ça, parce que j'avais vu la date qui a été repoussée d'1 an. Donc, je pense qu'il y a une recherche. On essaie un petit peu d'adapter tout ce qui est réglementaire avec l'opérationnel. Et ce que je dis d'habitude, c'est d'avoir une certaine réglementation agile, si j'ose dire. Monsieur Mahdi Snen, est-ce que vous avez un avis sur ce côté-là? J'aimerais bien le connaître, vu que vous êtes sur le programme, vous êtes le directeur Head of AI and Digital Programme aux Nations Unies. Merci beaucoup. Très rapidement, pourquoi les Nations Unies se mêlent de l'IA? C'est la question qu'on pose assez souvent. Exactement. Les Nations Unies, fondées sur les traces de la Ligue des Nations, après la Deuxième Guerre mondiale, principalement 3 axes. Peace building, les opérations de paix, human rights, et le développement. C'est les 3 piliers. Et donc, les Nations Unies, c'est une association qui regroupe tous les États membres et permet, pendant l'Assemblée générale, que les États membres discutent entre eux, arrivent à des compromis, à des résolutions qui ne sont pas toujours mandatory. Et pendant toutes ces années-là, on a parlé du digital et de l'impact du digital sur le développement et sur les human rights, sans avoir un cadre global qui permettrait de framer cette discussion sur le développement et les droits humains entre tous les États membres. Donc on parlait sans ça. Et l'année dernière, il y a eu le premier vrai accord international et global qui s'appelle le Global Digital Compact, qui a été voté. Et parmi les recommandations, il y a une partie qui est consacrée à la gouvernance globale de l'intelligence artificielle, dont la perspective est toujours la vision des Nations Unies pour le développement et pour human rights. Et c'est pour ça que les Nations Unies aujourd'hui en parlent. On en a parlé de la prolifération nucléaire avant, et maintenant, aujourd'hui, on voit que le sujet du jour est l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on est actif. Dont les Nations Unies ne légifèrent pas, mais permet la discussion vers une légifération. Mais on n'a pas le mandat de légiférer sur l'IA au niveau national. Il y a des recommandations, et parmi les recommandations aujourd'hui, c'est effectivement de harmoniser l'approche globale
de le monitoring et l'évaluation des systèmes dits dangereux ou critiques. Dans cette optique-là et dans le cadre du Pacte du futur et la Global Digital Compact qui ont été votés l'année dernière unanimement, il y a des instances qui ont été recommandées. Il y a le AI Scientific Panel, c'est une première. Après le Scientific Panel du Climate Change, il va y avoir un panel scientifique international qui va être composé de 40 scientifiques pour donner des recommandations et une vision sur l'avancée de l'IA, qui vont alimenter par la suite ce qu'on appelle le Global Dialogue. C'est un dialogue international de tous les États membres qui aura lieu une fois à Genève, une fois à New York. Et ce dialogue, il sera aussi alimenté par le rapport qui vient de Scientific Panel, qui sera aussi par un retour d'expérience de différents États membres. Et ça va nous permettre de visualiser, de comprendre et évaluer où c'est qu'on se dirige, est-ce qu'on vraiment va aller vers l'extinction de la race humaine par l'IA ou pas. Et donc, pour ne pas être... un Skynet qui va sortir ou pas. Probablement, à certains moments. Non, c'est juste pour plaisanter. Pour ne pas être très alarmiste, mais pour ne pas être aussi très optimiste, il faut mesurer à juste mesure ce qu'il faut mettre en place comme réglementation, soit en termes d'ouverture, et de savoir où c'est qu'il faut vraiment faire très attention et où c'est qu'il faut enabler ou favoriser l'innovation ouverte. Et bien sûr, c'est différent d'un contexte à un autre. Sur le continent africain, sur le continent européen, sur le continent asiatique, on n'a pas le même contexte, on n'a pas la même réalité économique, technologique et humaine. Et donc, les recommandations vont être à un niveau global. Il faudra les adapter au contexte. Il ne faut pas priver les États membres qui veulent rattraper le retard en IA en disant non, maintenant c'est trop tard, il ne faut plus construire des modèles foundational models, c'est dangereux. Bien sûr, va falloir ajuster tout ça. Et c'est la vision et la perspective des Nations Unies aujourd'hui sur cette harmonisation globale de la législation sur l'IA. Merci beaucoup, M. Madi. Alors là, vous me tendez la perche pour que je voudrais rebondir sur le troisième axe qui autour, quand on parle d'intelligence artificielle et quand on parle de gouvernance, on parle aussi de sécurité, de résilience et surtout de la gouvernance de ce modèle. Monsieur Benamou, en tant que directeur général de l'ICTO, est-ce que vous pensez que les modèles d'IA actuels sont suffisamment sécurisés face aux attaques, aux adversaires, aux risques de ce qu'on appelle le risque de poisoning? Oui, tant qu'il y a le progrès, personne n'est à l'abri d'une attaque, quel que soit le niveau de développement technologique. Ceci étant qu'en termes d'alliance régionale, je voudrais rappeler qu'au niveau de l'Organisation arabe du TIC, on a élaboré la stratégie arabe de cybersécurité, on a été partie prenante dans l'élaboration de la stratégie arabe d'intelligence artificielle. On a élaboré également le pacte arabe pour l'intelligence artificielle, pour l'éthique de l'intelligence artificielle. Et actuellement, il y a sur la région un projet pour la création d'un conseil des ministres dédié à l'intelligence artificielle devant le développement un peu institutionnel de ce qui se passe dans certains pays arabes à l'égard des Émirats arabes unis qui ont créé un ministère en charge de l'intelligence artificielle. Également en Arabie saoudite, il y a une structure en charge de ça. Et ce développement institutionnel appelle à ce qu'il y ait une instance supérieure de coordination au niveau de la région pour pouvoir être l'élément de régulation de l'intelligence artificielle au niveau de la région. Donc ça, c'est la contribution de l'Organisation arabe des TIC et actuellement la topo de ce qui existe au niveau du monde arabe. Cette approche, tout d'abord, nous avance en ce qui concerne les alliances, parce que auparavant, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des pays avancés qui nous appellent à faire un partenariat, une alliance, un travail en commun, mais en l'absence de référence au niveau de la zone arabe, même si on y va au niveau de ces réunions, on n'a pas une référence sur laquelle discuter avec les autres groupes régionaux. Aujourd'hui, nous, on a fait nos devoirs à la maison et dans le cadre de ces alliances annoncées, aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir.
Ce que nous faisons n'est pas en dehors de ce qui se passe au niveau des autres régions, mais qui diffère un tout petit peu par rapport à notre culture, à notre identité arabe. Et ça, c'est des éléments qu'il faudrait tenir en compte dans toutes les négociations interrégionales pour des questions liées à la sécurité de l'IA, au développement de l'IA, au pacte de l'éthique de l'IA également. Donc on est dans cette mouvance internationale, il y a une base sur laquelle on s'est tous entendus, on est d'accord, les valeurs, l'inclusion, la transparence, mais on veut également qu'à cette couche, il y ait quelque chose de spécifique qui concerne l'approche identité, culture, croyance propre à chacun de nous. Nous, on respecte les autres pour ce qu'ils ont comme identité et on aimerait bien que toutes ces opérations d'alliance également respectent ce que nous constituons en termes de cette identité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Joseph, je voudrais... je reviens à vous. Alors, aujourd'hui, donc, vu qu'on parlait de sécurité, de résilience, je voudrais savoir un petit peu comment on peut instaurer aujourd'hui une vraie gouvernance, disons, technique et surtout une gouvernance résiliente de ces modèles qui soient open source ou plutôt propriétaires. Oui, je crois que ici, c'est si important les résultats comme les processus, n'est-ce pas? Avec les éléments qui viennent d'être évoqués, les mêmes alliances, plus identité, croyances, etc. Alors, je crois que ce processus devrait embrasser ce qui sont les principes de dialogue interculturel, qui sont basés sur trois principes. D'abord, l'attitude proactive, l'attitude d'interagir, d'avoir envie de connaître et de prendre en considération toutes les différentes opinions. Après, bien sûr, un modèle inclusif, un processus inclusif, c'est-à-dire tous ensemble, personne dehors. Je me réfère aux différents acteurs qui participent dans cette réflexion. Et aussi, et ça c'est un élément que pour l'instant c'est pas là, bon, je ne dis pas que les autres sont très présents, mais considérer la diversité comme une richesse, pas comme une menace. Que d'ailleurs, c'est ce qui se passe très souvent dans des systèmes qui sont homogènes, qui essayent de standardiser sur un avis très particulier, pas global, dans les éléments de gouvernance qu'on est en train de voir maintenant. Donc je soulignerai ces trois points. Merci. Merci beaucoup. Donc, on revient, donc c'est l'identité, la culture. Donc, ce sont des bases sur lesquelles il faudrait travailler sur cette gouvernance, cette résilience. Je passe au dernier axe et là, on va aborder un sujet que je voudrais bien, moi aussi, connaître un petit peu. Mais je dirais, Madame Tal, vu que vous êtes à la tête du Hub France IA, aujourd'hui, à votre avis, quels seraient les mécanismes concrets qui pourraient renforcer la coopération méditerranéenne en matière d'IA? Alors, je pense que, comme ça a été beaucoup évoqué, il y a effectivement des principes de gouvernance qui sont extrêmement alignés avec les valeurs des pays de la Méditerranée, et ça, c'est déjà un ciment très très fort, et il faut absolument capitaliser là-dessus, mais de façon extrêmement pragmatique. Je dirais que pour avancer sur des coopérations concrètes, il n'y a rien de mieux que d'identifier quelques cas d'usage emblématiques qui représentent vraiment des zones d'intérêt commun sur lesquelles la coopération fait énormément de sens. J'évoquais tout à l'heure les histoires de résilience climatique, de gestion de l'eau, qui sont vraiment des problématiques et des enjeux extrêmement forts pour cette région-là. Et ce sont des thématiques
sur lesquels l'IA peut vraiment avoir énormément de valeur ajoutée, à la fois du point de vue de l'amélioration de l'efficacité et de la résilience, mais aussi du point de vue de la frugalité. Et ça a été un peu évoqué lors du panel précédent, cette thématique de la frugalité. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont plutôt évoqué sous l'angle de l'infrastructure. Mais au fond, il faut aussi l'évoquer sous l'angle des algorithmes eux-mêmes et sortir un peu de ce MeToo de modèles de fondation gigantesques et de la course à la taille qui est, sur le plan environnemental, absolument absurde. Et donc, typiquement, travailler sur des projets communs avec des infrastructures partagées qui vont à la fois permettre de développer des vraies IA frugales qui seraient tellement plus en phase avec la tradition de frugalité de ces pays-là, et puis mettre ça au service justement de grands enjeux environnementaux qui affectent énormément ces régions. Pour moi, ce serait une façon très concrète et pragmatique d'avancer sur une coopération effective. Madame Denise, alors, vous aussi, je voudrais savoir, donc, vu qu'on parle de frugalité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette frugalité technologique peut-elle devenir cet avantage stratégique qui va allier qui va être quelque chose pour la région méditerranéenne? We didn't really, the Council of Europe is not really working in this area, as you know, in the sense that for us, it's really more about promoting. No, it's more about when we promote cooperation, including in the Mediterranean or the Mediterranean with Europe, it's more really for us to promote a common language and understanding and of technical aspects, but also legislative aspects, the norms. So for us, the cooperation, including on artificial intelligence, it's a bit like cybersecurity or cybercrime. First of all, we need to understand each other if we speak the same language. And this, I think, there is still a lot of work to do in the sense of understanding on which principles of cooperation we all agree and that we cannot disregard, meaning the fundamental principles. And for us, again, as a Council of Europe, dealing mainly with rule of law, human rights, and democracy, it's all about individuals again. So for us, when we speak about artificial intelligence in all the sector, for us is, today I understood and we listen to all sorts of dimension of use of artificial intelligence. But for us, the pillars remain, again, yes, remain the respect of the individual. So, and this for us is where we have the basis. This is the basis. But it's, I think that we are there, in the sense that there is a commonality of understanding that when we discuss with Algeria or with Tunisia or with Morocco or with Lebanon, I think that these fundamental principles are all shared and understood and agreed. We are still, the problem is still, okay, how to protect them in real life, because it cannot be only an answer of justice, no? Could be the justice system that, but it should be also, it could be also an authority, it could be sometimes even informal mechanisms. We are talking even about informal mechanisms with civil society organization involved to protect the human dimension. So, but there is agreement on this, I think. Yes. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin, donc en 30 secondes, j'aimerais bien avoir, alors je commence par M. Joseph, en 30 secondes, si vous voulez, un dernier mot. Très rapidement, nous, à niveau concret, on est en train de travailler avec les comités éthiques nationaux européens et les associer dans le travail avec les comités ou les structures existantes dans le sud de la Méditerranée. Alors, c'est une façon concrète d'avancer dans
une gouvernance partagée et de ce je disais tout à l'heure, des alliances partagées. Monsieur Benamor. Moi, je dirais que on avait par le passé expérimenté quelques modèles de coopération. Il y en a celles qui ont réussi. Je précise notamment ce qu'on fait avec le Conseil de l'Europe en matière de protection des données personnelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées, mais il y a eu également d'autres qui n'ont pas avancé comme on espère. Donc, il faut retenir la leçon pour que dans l'avenir, l'on réussisse comme on a réussi sur certains domaines. Deuxième élément, et permettez-moi de faire l'avance, donc le débat, peut-être le temps c'est fini maintenant, mais on a l'occasion de le terminer lors du sommet AI Forward qui se tiendra le 2-3 décembre ici à Tunis, au Palais des Congrès. Donc vous êtes tous conviés et voilà, merci. Merci. Monsieur Mehdi. Très rapidement, au niveau des Nations Unies, j'ai parlé de Global Digital Compact. C'est le premier vrai framework qui gère et explicite comment coopérer au niveau du digital, unanimement voté et accepté durant l'Assemblée générale. Maintenant, si je passe au niveau de la Méditerranée et je enlève la casquette des Nations Unies, je veux dire qu'aujourd'hui, la coopération, si on fait l'IA pour l'IA, je pense que c'est pas le but final. Il va falloir qu'on remette en route la notion de l'IA comme un outil et voir l'humain au bout de la chaîne de l'IA. Il faut faire l'IA pour nos citoyens, il faut faire l'IA pour nous, plutôt que faire l'IA pour aller dans la compétition. Ça va aider vraiment à mener la compétition vers un endroit où au moins on va avoir un bénéfice immédiat de cette course vers l'IA. Merci beaucoup. Last word. I think, maybe to take a bit again what Mr. Benamour said, in the sense that, of course, and not to be now extremely superficial and not to compare fields that are really complicated and complex, but we went through different phases, all the society, community, Mediterranean countries, the European, and all the others. So the first was the data protection. So EU, like EACT, we had GDPR and etc. And we try really to put in place rules for that. The second, I think, for us at the Council of Europe was in the field of service providers, the e-directive, and to understand this public-private partnership when we have electronic evidence that, again, needs to be handled, and that it's in the hands of private sector. And we need really to understand how to protect citizens again vis-à-vis this. And now we have artificial intelligence. So not constantly to work, also I'm thinking about public institutions where ministries, where also national authorities that are really challenged with this thematic. So not to think in silos, but to use the experience of the past. And data protection, for example, and artificial intelligence, it's a good model to draw from. And this, not to start constantly from scratch. And to integrate this aspect that I think is really, not of cyberspace, but that are all related to new technologies that have an impact on our life. But to think really carefully about the past experience, what worked and not, including here in the Mediterranean. Thank you very much. Madame Tahraoui. Alors, je pense que ce forum est en soi un symbole très fort de la coopération entre les pays de la Méditerranée. Et moi, mon souhait, ce serait tout simplement qu'il soit le catalyseur de projets de terrain très concrets au service des citoyens de nos pays. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Je dirais que ce panel, désolé, c'est pris. Donc, je crois que le panel nous a vraiment montré que la gouvernance aujourd'hui de l'IA ne se confie pas autour juste d'un modèle unique, mais d'une gouvernance polycentrique, faite d'alliances et surtout d'interopérabilité et de ce que je dirais de diplomatie technologique. Merci beaucoup.